Donc déjà, je voulais remercier la présidente Élise de m'avoir contactée et de m'avoir proposé cette masterclass, cette intervention du masterclass, cette intervention auprès de vous. Je vais repositionner le cadre de référence en fait, pourquoi elle est venue. Élise qui me suit sur LinkedIn avec la présidente nationale Mensa TSA, la responsable des TSA sur Mensa, donc j'ai pas le nom, qui me suit également, et qui sont venus vers moi en me disant voilà, on a donc Mensa, c'est quand même, on le sait, DHQI. On a de plus en plus de personnes TSA diagnostiquées on s'aperçoit que les compétences sociales et relationnelles restent une problématique, un frein pour certaines personnes pour s'épanouir, pour être mieux. Donc Sonia, est-ce que éventuellement tu pourrais nous expliquer un peu pourquoi les personnes TSA et notamment qui cumulent la double particularité, c'est-à-dire d'avoir un trouble du spectre de l'autisme et un HPI, pourquoi elles se retrouvent en difficulté et finalement, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour essayer de vivre mieux avec cette double particularité. Voilà, donc c'est vraiment le thème de ce soir que je vais essayer d'aborder de manière très concrète, hein, très palpable, pour que vous puissiez repartir avec peut-être des nouvelles connaissances, avec une nouvelle manière d'envisager l'autisme. Et puis, euh, et puis voilà, ça c'est le cadre de référence. Je vais quand même me présenter un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Je ne suis pas une star. Sonia Fiquet, j'ai 56 ans. Je suis une professionnelle de l'insertion sociale et professionnelle depuis l'âge de... j'ai commencé mon premier poste de conseiller d'insertion mission locale à 26 ans. Et puis, je me suis formée tout au long de ma vie. J'ai un DU management des ressources humaines. J'ai un DU responsable d'action de formation. Je me suis formée beaucoup à la communication relationnelle et je suis formatrice en communication, en compétences sociales et relationnelles pour différents organismes. J'ai travaillé pour l'AFPA, j'ai travaillé pour le GRETA, j'ai travaillé pour des organismes privés et j'ai travaillé aussi bien sûr pour France Travail, anciennement Pôle emploi, anciennement NPE. Voilà, donc mon métier c'est d'apprendre aux autres à mieux communiquer avec les autres. Et alors, il se trouve que j'ai une particularité puisque à l'âge de 50 ans, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. J'étais directrice régionale d'un gros organisme de formation en région PACA. J'avais beaucoup d'actions de formation, j'avais beaucoup de formateurs. J'enseignais les compétences sociales et relationnelles. Je formais tous mes formateurs à la méthode en communication relationnelle. Et puis, je ne me suis pas entendue avec ma direction et donc en 2020, ça s'est arrêté. Et là, j'ai dit, j'en ai ras-le-bol de ces gens qui comprennent rien et j'ai décidé de monter mon propre organisme de formation dédié à la communication relationnelle, mais surtout dédié aussi à la communication relationnelle vers les personnes dites HPI. Alors bon, HQI, HPI, voilà. En tout cas, qui avait passé un WES et à qui on raconte que leur décalage, leur difficulté d'intégration vient de ce don, de ces capacités cognitives qui sont au-dessus de la norme. Pourquoi je faisais ça? Parce que moi-même, toute ma vie, en fait, on m'avait dit que très tôt, quand j'ai eu des difficultés, et bien que j'étais une personne, alors quand j'étais enfant précoce, et puis après, on m'a donné le titre de surdouée, parce qu'on ne parlait pas encore de HPI, et puis ensuite, et bien à l'âge de 44 ans, j'ai décidé de faire mes tests de QI, encouragée par ma psy, parce que je voulais comprendre pourquoi j'étais en décalage. Et figurez-vous que je n'ai que 127 de QI.
je ne suis pas HPI. QI hétérogène avec un verbal haut et une mémoire de travail basse. Et surtout un problème d'estime de moi. Donc voilà. Et voilà, on m'a dit, il faut travailler sur vous. Jamais, jamais, au grand jamais, on m'a parlé d'autisme. Et quand je monte cet organisme de formation en direction des HPI, eh bien sûr, je suis une formatrice. Donc une formatrice, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va chercher du contenu pour délivrer de la connaissance. En aucun cas, ça sort de son cerveau, même si on réinterprète, notamment au niveau pédagogique, pour trouver les clés, pour que les gens comprennent comment ça se passe. Mais en tout cas, ça s'appuie sur des sources vérifiées. Et donc, bien entendu, je me suis intéressée au HPI et j'ai commencé à lire tout ce qui se disait sur le HPI. Et je me suis dit, mais c'est dingue, je suis allée sur les forums où il y avait des HPI, des HQI, et tous parlaient d'un décalage, tous, en tout cas ceux qui étaient sur ce type de forum, d'un décalage, de problème de compréhension avec les autres. Et là, je me suis dit, il y a bien un médecin, il y a bien quelqu'un qui a nommé ce décalage, donc j'ai cherché syndrome de décalage HPI. Et je suis tombée sur Asperger. Et là, je me suis dit, bah non. Alors, j'y connaissais rien à l'époque, à l'autisme. Je vous parle de ça il y a 5 ans. Oui, c'est ça, 51 ans. Et je me disais, mais non, c'est pas ça. Et puis, à force de creuser, j'ai commencé à me reconnaître. Moi, en tant que personne, à travers des témoignages de femmes qui parlaient de leur autisme. Et je me suis dit, mince, mais elle parle de moi, elle parle de ma vie, elle parle de mes difficultés, elle parle de comment je ressens les choses, comment ça se passe dans ma tête. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis allée voir des professionnels pour leur demander leur avis. Et j'ai donc été diagnostiquée avec un TSA, trouble du spectre de l'autisme, entre mes 51 et mes 52 ans. Voilà. Waouh, ça fait quelque chose quand on apprend son autisme à 50 ans. D'abord, on n'y croit pas. D'abord, on se dit, mais c'est pas possible, il se trompe. C'est moi qui joue les autistes. C'est moi qui influence les tests. C'est pas ça. Et puis j'ai eu la chance d'avoir une neuropsychologue qui a pu me montrer vraiment mon incapacité à prendre l'autre en compte quand j'étais moi-même enfermée dans mes certitudes. Mon incapacité, ma cécité contextuelle, puis ma pensée en détail, puis en fait toute ma manière de traiter l'information. Et là, ça a été une révélation, une grande douleur de se dire « Waouh, mais je suis passée à côté de ça toute ma vie, je rame depuis 50 ans ». Et un grand apaisement, parce que d'un seul coup, j'avais les clés de cette souffrance, de pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc, comme une belle Asperger, je suis rentrée dans mon nouveau centre d'intérêt, l'autisme, et j'ai bien sûr été voir tout ce qui se disait sur l'autisme. Alors tout, il en sort tous les jours, et c'est un milieu, c'est un thème qui bouge énormément grâce aux neurosciences. Donc voilà, Thomas Bourgeron qui a compris et qui a pu prouver que c'était une réalité organique, mais aussi Laurent Motron, Tony Attwood, tous ces gens qui observent les personnes autistes et leur comportement depuis des années. Et je me suis moi-même formée à la certification nationale d'intervention à l'autisme pour comprendre. Et parallèlement à ça, j'ai retravaillé le programme de formation que je donnais depuis 20 ans, mais je l'ai réintégré avec cette réalité du traitement cognitif particulier des personnes autistes, et ça change tout. C'est-à-dire que je comprends pourquoi, quand j'enseignais, pour certains, ça fonctionnait, et pour d'autres, ça ne fonctionnait pas. Je comprends pourquoi les gens me disaient « Merci Sonia, grâce à toi, ça va mieux, nanana », et que moi, j'avais des relations délétères avec mes enfants, avec mes parents, et que j'avais beau chercher à comprendre la solution, je ne la trouvais pas. Voilà.
Donc voilà, je pense que c'était important, cette présentation un peu longue, pour que vous compreniez que ce que je vais vous délivrer ce soir, c'est le résultat de 3 choses. D'une expérience professionnelle en tant que formatrice, pédagogue, une petite trentaine d'années quand même. Le résultat de connaissances que je suis allée chercher, que je suis allée croiser, recouper. Et puis, c'est aussi le résultat de quelque chose d'expérientiel. Parler de l'autisme, quand on n'est pas autiste, je ne suis pas sûre qu'on puisse décrire ce qui se passe, vraiment. C'est de l'ordre de l'implicite. Nous, on n'est pas très doués pour l'implicite, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais quand même, l'intensité que l'on ressent, cette hypersensorialité, cette hyper-susceptibilité, cette métacognition permanente, on va reprendre tout ça, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui se vit d'abord dans son corps. Même si nous pensons que ça se passe que dans notre tête, ça c'est bien le problème des personnes autistes, de tout intellectualiser, de tout mentaliser. Voilà. Voilà, quand nos capacités, c'est le titre, cognitif, trompent notre intelligence et nous privent de nos compétences sociales et relationnelles. Alors, en fait, il y a un petit préalable. Si vous êtes en face de moi, c'est que soit vous êtes intéressé par le sujet, soit vous avez été diagnostiqué, peut-être même depuis pas très longtemps, et vous cherchez à mieux comprendre comment ce trouble du spectre de l'autisme vous impacte. Mais il y a une chose, et on en voit de plus en plus, et je pense que c'est aussi pour ça que Mensa m'a fait venir, c'est que beaucoup de personnes HPI, camouflent qu'on pense un trouble du spectre de l'autisme, ne savent pas qu'elles sont porteuses de cette réalité, et cela les amène à une grande souffrance. Donc c'est aussi peut-être ce que nous, ce soir, si certaines personnes se reconnaissent dans le mode de fonctionnement que je vais vous exposer, ça va peut-être leur permettre de cheminer pour aller chercher un accompagnement plus en lien avec leurs besoins. Les particularités des personnes HQI avec TSA, et c'est pour ça que j'ai marqué diagnostiqué ou pas, c'est d'abord une métacognition permanente. Alors vous allez me dire, mais tout le monde est comme ça. Pas du tout. La métacognition, c'est le processus de se voir penser, et en fait, on va dire les neurotypiques, s'il en reste, se servent de cette métacognition face à une réelle problématique. Quand ils ont vraiment besoin de se dire « est-ce que je fais bien ? Comment je pourrais faire autrement ?» Voilà. Les personnes autistes, nous servons au quotidien de la métacognition. Pourquoi ? On va le voir un petit peu plus loin, c'est que notre manière de percevoir, de ressentir et de traiter l'information fait que nous ne pouvons pas traiter ce flux d'informations qui est si intense et si nombreux, puisque nous avons une conscience supérieure, une lucidité, parce que nous avons accès à énormément d'informations de manière explicite. Nous avons une hypersensibilité sensorielle, ce qui veut dire que tout ce qui arrive là comme ça, ça va arriver dans mon cortex et il va falloir que je le trie. Et donc depuis tout petit, depuis tout bébé, nous avons mis en place la métacognition, pour faire ce tri. J'allais dire que finalement la métacognition chez nous, c'est une manière manuelle de ranger l'information, de se dire est-ce que ça je le traite, ça je le traite pas, qu'est-ce que pense l'autre, pourquoi, comment, enfin voilà, les 1000 questions qui nous assaillent. Donc cette métacognition permanente, c'est un trait autistique. Ensuite, il y a la pensée en détail. La pensée en détail, ça veut dire une manière de voir l'information différente. C'est-à-dire que là, et je vais vous reprendre en face de moi parce que j'ai besoin de vous voir, voilà, quand on se regarde les uns et les autres, par exemple, vous êtes tous à me regarder là, vous ne voyez pas la même chose. Et si je vous interroge, il y en a qui vont faire focus sur ma bague noire, d'autres sur ma bague blanche, d'autres sur pourquoi elle a mis du rouge à lèvres, pourquoi elle a des lunettes carrées, du détail. Et cette pensée en détail,
en fait, ce sont des focus que l'on fait quand nous sommes autistes. En fait, au lieu de traiter l'information dans sa globalité et ensuite d'aller voir dans le détail, eh bien nous, les personnes autistes, on fait le contraire. C'est-à-dire qu'on va d'abord être attiré par un détail et ensuite peut-être, si le détail ne nous bloque pas dans la situation, alors on va élargir, alors on va faire des liens. Quand je prends un livre et que je dis à une personne autiste, qu'est-ce que tu vois ? Je n'ai pas dit je prends un livre avant, je lui montre et je lui dis qu'est-ce que tu vois ? La personne va me décrire quelque chose de la couverture. Elle ne va pas me dire je vois un livre. Parce que la consigne, elle n'est pas assez précise. Il faudrait que, pour qu'elle me dise je vois un livre, il faudrait que je lui dise qu'est-ce que je tiens dans les mains. Bien, voyez ce petit exemple. Pensez que toutes les personnes TSA avec HPI traitent l'information de manière focus, séquencée, en détail. C'est une richesse, c'est une force, notamment quand on a à traiter des choses factuelles. Je suis un médecin, je sais où sont les choses, j'ai appris, je suis un cador. Par contre, dans les compétences sociales et relationnelles, où c'est jamais la même chose, où les indicateurs, où il y a beaucoup d'implicites, alors là, quand je fais focus sur ma belle-mère qui a fait un petit souffle comme ça, alors qu'en fait, c'est juste qu'elle n'a pas compris ce que j'avais dit, mais moi, je l'interprète par « Oh, elle m'aime pas », vous voyez ? Eh bien, on est vite en difficulté. Donc, ce qui fait la spécificité des personnes autistes, c'est vraiment cette manière de traiter l'information différemment et de la classer différemment avec cette pensée en détail. Cette pensée en détail, elle vous amène à faire des focus verbaux. C'est-à-dire quand je vous parle là, vous n'entendez pas tout. Vous entendez des parties de ce que je vous dis en fonction de ce que vous êtes venu chercher, en fonction de vos représentations, en fonction de vos peurs, de vos blocages, de vos aspirations. Et donc, si je dis un mot qui vous déplaît, ou si j'ai une voix un peu trop aiguë, quelque chose qui, sensoriellement, vous agresse, c'est fini, vous ne m'écoutez plus. Cette hypersensorialité, c'est vraiment la base de l'autisme. En fait, être autiste, c'est avant tout avoir une sensorialité hyper développée. Tous nos sens sont hyper développés. Ce qui veut dire que quand l'information elle arrive d'une manière forte, puissante. Ça veut dire que je suis agressée en permanence par mes sens sans même en avoir aucune lucidité. Quand je suis enfant ou une personne qui n'a pas la structure neurologique pour compenser, eh bien, quand il y a trop de bruit, je vais faire ça. C'est ce que vous voyez quand les enfants autistes peuvent plus. Mais nous, on est des HPI. Nous, on a une structure neurologique mieux gainée qui nous permet de compenser. Et qui nous permet de compenser sans que l'on voie que l'on compense. C'est ça qui est extraordinaire. Et du fait, eh bien, nous allons traiter l'information de manière explicite, puisque je sais ce que je vois, je sais ce que j'entends. Je sais ce que je vois, tu souris. Je vois bien que tu souris. Pourquoi tu souris ? Ah, ça, c'est une autre paire de manches. Est-ce que je suis capable de savoir vraiment pourquoi ? Oh, ben si, je le connais. Ah bon, t'es dans la tête de l'autre ? Ah oui, parce que quand on est autiste, on passe notre temps à penser à la place des autres. Parce que comme on ne sait pas bien quels sont les indicateurs qu'on doit prendre, on essaye de tout prendre en compte et on devient des morpho-mentalistes. Voilà. Donc on est persuadé qu'on sait ce que l'autre pense. Alors il n'y a personne qui sait, je vous le dis tout de suite. Ce sont vraiment les grands traits de l'autisme. Pourquoi je vous ai mis ça en préalable ? Parce que si vous l'êtes et que vous ne savez pas que vous l'êtes, je vous demande une chose ce soir, c'est d'accueillir l'information que je vous donne. Vous l'accueillez et vous la traiterez plus tard. Laissez-la mûrir, laissez-la, accueillez-la. Voilà. Puis après, vous verrez ce que vous en ferez,
oh c'est du bullshit, machin, vous ferez ce que vous voudrez. Mais pour l'instant, ne soyez pas dans vos rigidités. Ne dites pas, oh non, c'est pas vrai, oh non, c'est pas ça. Laissez le temps d'infuser. Vous aurez tout le temps après de voir si ce que je dis, ça a de la résonance, si ce que je dis, vous pouvez le vérifier avec d'autres sources, voilà. D'accord ? Donc je vous demande vraiment d'accueillir ce que je vais vous dire. Sur cette slide, j'avais mis une phrase, j'avais dit, finalement, et j'en ai parlé avec des neuropsys, être autiste avec un HPI, c'est peut-être l'autisme le plus profond. Parce que quand nous sommes sûrs, nous apprenons moins. Quand nous sommes enfermés par nos certitudes, nous n'acceptons pas la nouvelle information. Et comme nous, on est des bases de données, on enregistre tout, on a des connaissances pas possibles. Alors, accepter que finalement, on ne comprend pas, accepter qu'on ne se voit pas, accepter qu'on soit coincé dans nos pensées, dans nos rigidités, c'est quand même un grand chemin. Mais c'est là tout le challenge. Et c'est d'ailleurs ce que j'aime quand je travaille avec les personnes HPI. Parce que vous avez la capacité, si ça devient un raisonnement logique, d'entendre et de bouger. Et ça, c'est pas toutes les personnes autistes qui peuvent le faire. Donc, c'est quand même un super don d'avoir un HPI quand on a un TSA. Pourquoi nous sommes en difficulté dans nos relations sociales et ou personnelles? Parce que certains, au niveau professionnel, ça se passe très bien, justement. Les rigidités, il n'y a pas de rigidité parce que tout est ritualisé. La personne sait ce qu'elle doit faire, les autres savent comment lui parler. Et du coup, ça se passe très très bien. Il est reconnu pour sa compétence, pas de souci. Par contre, quand il rentre à la maison, c'est une catastrophe. Avec les gamins, avec la femme, avec les amis, voilà. Ou à l'inverse, hein. La problématique, c'est que, comme nous n'avons pas accès à l'implicite, nous nous sommes construits depuis tout petit en imitant les autres, en regardant les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je suis un autiste HPI avec TSA, je ne pars jamais de mes besoins, je ne les connais pas, je ne les ressens pas, je ne sais pas les identifier. Je pars du besoin que je projette sur l'autre. Il a besoin de ça, donc je dois me mettre comme ça. Je suis en suradaptation constante. Et quand je ne suis pas en suradaptation, je suis en rejet, ça ne me convient pas, voilà. Mais je ne suis jamais dans « je pars de moi, je dis ce que j'ai à dire et j'écoute ce que l'autre a à dire » et c'est comme ça que le dialogue se fait. Il y a une incapacité à se voir dans son propre schéma de communication interne. Je vais vous montrer de quoi on parle quand on dit ça. Il y a une méconnaissance des principes relationnels communs à tous. Quand je dis aux gens comment vous faites pour communiquer, comment ça se passe, c'est quoi le schéma de communication, ils vous disent, alors ils se voient dans un truc, puis je dis bonjour, l'autre me répond. Donc vous voyez, il y a un échange, une espèce de ping-pong de l'un à l'autre. Et moi je leur dis non, parce que en fait la communication c'est chacun a quelque chose à donner vers un objet commun. Je te trouve belle, tu me trouves beau, oh, si on faisait quelque chose ensemble. J'aime la moto, oh moi aussi, boum, super. J'ai une entreprise, j'ai besoin d'un bon graphiste, je suis un bon graphiste, et moi j'ai besoin d'un boulot. Paf, objet commun, ça match. Combien de fois avons-nous des relations sans objet commun? Parce qu'on ne sait pas trop c'est quoi l'objet qui nous réunit. Voilà. Donc il y a une méconnaissance des principes relationnels. Là, je vous ai donné une toute petite clé, mais il y en a plein. Et notamment, on doit partir de soi. Mais pour partir de soi, encore faut-il se voir. Et c'est bien ça notre grande difficulté quand nous sommes autistes, c'est que nous sommes enfermés dans notre tête et nous ne voyons pas tout notre schéma de communication interne. Donc il y a une méconnaissance du processus intégral du traitement de l'information, comment je perçois, comment je ressens et comment je vais le traiter cognitivement
pour choisir mon comportement. Et pourquoi je pense ça? Parce que moi, je pensais que c'était mon cerveau qui commandait. C'est mon état d'esprit qui me dit qui je suis. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Voilà. Le cerveau, il coordonne. Mais il coordonne quoi? Il coordonne ce que vous lui envoyez. C'est-à-dire comment vous percevez et ressentez. J'aime bien ça, oh chouette, je vais faire plein de trucs. J'aime pas, oh là là là. C'est pas plus compliqué que ça. C'est j'aime ou j'aime pas. Mais nous, les autistes, c'est pas ça qu'on fait. Nous, on essaie de comprendre. Donc, on fait 1000 scénarios. On va aller vers l'extérieur, toujours à se poser 1000 questions. On complexifie. Et quand on me disait, Sonia, arrête d'intellectualiser, je comprenais pas ce qu'on me disait. Ben non, parce que j'étais enfermée dans mes propres raisonnements et je ne savais pas. Je savais pas que j'avais un corps, je savais pas que j'avais des émotions. Enfin si, je savais, je suis pas con, des émotions. Mais ça sert à quoi? C'est quoi la différence entre les émotions des autres, les miennes? C'est les autres qui me mettent en colère? Non, non. C'est moi qui me mets en colère, c'est pas les autres. La colère, c'est moi qui la génère. C'est mon incapacité à mettre à distance une émotion de l'autre, de lui dire, hey, tu baisses le ton, quand tu seras moins en colère, tu viendras me parler. Ben oui, mais il m'agresse. Il t'agresse parce que tu le laisses rentrer. Si tu es en capacité de te positionner en disant, hey, vous allez voir, il va plus vous agresser. Donc c'est tous ces principes, mais ces principes reposent sur le fait que je me connaisse, que je sache comment je traite cette information. Et ça, c'est très compliqué. Alors, je vais vous montrer un petit schéma. Partagé. Il est là. Donc, quand je suis autiste, ce que je pense savoir de mon fonctionnement interne, c'est mon cerveau qui commande. D'ailleurs, j'arrive pas à l'arrêter, il m'empêche de dormir, il m'amène des idées noires, enfin voilà, hein, c'est une ébullition permanente qui me fait souffrir. Mais c'est aussi celui qui m'apporte le plaisir de savoir plein de choses, de comprendre plein de choses, d'engranger plein de choses. Voilà, ce cerveau, c'est ce que je dois protéger en premier lieu. C'est mon cerveau qui me commande et je l'entends et je pense que c'est grâce à lui que je fonctionne. Mon corps, c'est un outil. Bon, je sais bien que j'ai un corps. Voilà, je le vois. Je le regarde pas trop, mais je le vois. Mais je ne sais pas l'importance de mon corps. Pour moi, c'est un outil que je trimballe derrière moi. D'ailleurs, s'il pouvait être un peu moins gros, un peu moins lourd, un peu moins ridé, un peu moins, enfin bon, un peu moins ou un peu plus, mais... Et au milieu, il y a les émotions. Vous voyez que là, sur le schéma, il n'y en a pas. Mes émotions, c'est ma zone grise. Tout ce que je sais, c'est qu'elles sont trop intenses ou alors que je n'en ai pas. C'est-à-dire que je n'ai pas de réaction. Ma grand-mère vient de mourir. On me dit, Sonia, ta grand-mère est morte. Ah. Et là, il ne se passe rien. Et pourquoi il ne se passe rien? Ben, en fait, je suis tellement surprise que encéphalogramme plat, blocage, et que la seule manière de sortir de ça, c'est de repartir dans mon cerveau. Quand est-ce qu'on l'enterre? C'est où qu'on l'enterre? Voilà. Donc, voilà comment une personne autiste pense qu'elle gère l'information, pense comment son schéma de fonctionnement interne agit. La réalité d'une personne autiste, c'est ça. 90%, c'est son corps qui la gère. C'est soit je supporte, soit je ne supporte pas. Donc l'information qui m'arrive, je traite l'information en fonction de mes capacités d'accueil sensoriel. Plus je suis fatiguée et moins j'accueille. Plus je suis dans mes certitudes, moins j'accueille. Et quand est-ce que je suis dans mes certitudes? Justement, quand je suis très fatiguée, quand j'ai pas cette capacité d'écoute, quand j'ai pas cette capacité à accueillir l'autre. Parce qu'il y a trop de bruit, parce qu'il y a trop de monde, parce que c'est pas le moment, parce que j'ai trop de projets dans la tête, parce qu'il y a trop de choses. Les émotions, vous voyez qu'elles sont encore en décalage. Les émotions, elles sont inscrites dans mon corps et elles sont, donc c'est-à-dire je perçois l'information avec mon corps, très très fort, et elles sont tellement intenses que j'en attribue le déclenchement au facteur extérieur.
Moi, je vais bien, moi je vais très bien. Moi, si je suis en colère, si je suis triste, c'est la faute du monde, c'est la faute des autres, c'est la faute de leur imbécilité, c'est la faute de leur manque de sens, c'est la faute de tout le monde. Voilà. Et je ne sais pas qu'en fait, toutes ces émotions, c'est moi qui les génère et pas l'autre. Pas mon rapport à l'autre. C'est ma manière d'accueillir l'information. Quand mon fils rentre dans mon bureau et qu'il me dit « Maman !» et que je lui dis « Ah, pas maintenant !» C'est bien moi qui suis incapable de dire « Dimitri, je suis occupée là, on se voit plus tard. » Et donc mon gosse croit que à ce moment-là, je l'aime pas, que je le rejette, maman, on peut jamais lui parler, vous voyez. C'est moi qui choisis mon positionnement. Je ne le choisis pas, je ne suis pas lucide, donc je ne peux pas le choisir. Et quand je suis autiste, eh bien, comme je n'ai pas accès à l'ensemble des facteurs de mon schéma de communication interne, je ne sais pas comment je traite les choses et donc je ne suis pas consciente de mon propre positionnement. Et en fait, du coup, ce cerveau qui prend toute votre place, en fait, il fait que se suradapter. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait le cerveau ? Lui, il essaye de vous laisser en vie, de vous donner une pulsion de vie. Lui, son job, c'est que ça fonctionne. Voilà. Et donc, il va mettre en place des raisonnements logiques qui s'appuient uniquement sur l'explicite, ce que vous lui donnez comme information. Alors, je sais ce que je vois, je sais ce que j'entends, voilà. Bon, alors lui, il fait ça en fonction. Voilà. Mais est-ce qu'il part de votre besoin ? Pas du tout. Le seul besoin qu'il entend, c'est votre surcharge sensorielle, c'est vos émotions intenses. Et donc, la seule chose que votre cerveau entend, c'est comment je peux satisfaire pour qu'il aille bien. Alors, pourquoi c'est comme ça ? Eh bien, parce qu'on a une construction neurologique différente des autres. Alors, attendez, j'essaye de passer. Voilà. Donc, je vous conseille fortement de lire le livre Des gènes, des synapses et des autismes de Thomas Bourgeron. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Thomas Bourgeron, il travaille à l'Institut Pasteur. Et c'est lui qui, en 2003, a pu montrer qu'il y avait des gènes associés à l'autisme. Donc, je crois qu'ils en sont à... Parce que ça augmente tous les jours. Ils doivent être à maintenant pas loin de 240, 250 gènes associés. Et alors, ces gènes ont tous en commun d'être dans le champ synaptique, donc la conduction d'informations. Je vais vous partager un petit tableau pour vous montrer. Donc, c'est un tableau qui est tiré du livre de Thomas Bourgeron. Partager. C'est bon, vous voyez ? Donc, les synapses, c'est ce qui se trouve ici entre les deux neurones. Et c'est eux qui font le boulot de transmission de l'information et qui vont permettre ensuite de générer ce que le corps doit générer pour fonctionner. Les enzymes, les hormones, enfin tout ce qui fait, toutes les informations qui doivent être conduites partout dans le corps. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ce champ synaptique, quand il est c'est-à-dire qu'il y en a très peu, quand il est faible, il y a une probabilité d'autisme plus élevée. Mais on sait aussi que quand il est hyper connecté, c'est-à-dire quand il y a un niveau de connectivité synaptique élevé, la probabilité d'autisme est plus élevée. Alors, comment ça se passe ? Il se passe que quand les informations sont transmises comme ça, elles vont dans votre cerveau faire des réseaux consolidés de neurones connectés entre eux. Pas que dans votre cerveau, dans votre corps, partout, pour marcher. Vous ne réfléchissez plus quand vous marchez. Pourquoi ? Parce que vous avez un réseau consolidé qui vous a appris la marche. D'ailleurs, si vous avez un accident et que vous avez un problème neurologique, il se peut que vous soyez obligé de refaire ce réseau connecté parce qu'il ne fonctionnera plus. Et bien sûr, en fait, toute la journée, on va avoir des nouvelles informations, de nouveaux apprentissages, et on va créer des réseaux connectés, de nouvelles émotions, des choses qui se passent et qui vont nous nourrir, qui vont nous permettre de nous développer, toujours. Plasticité cérébrale, c'est toute notre vie. Et le soir, l'homéostasie, quand on dort, là, vous avez une partie des informations qui s'en vont, elles n'ont pas besoin de rester parce qu'elles ne nous servent pas. Et donc, il y a un nettoyage du cerveau qui se fait.
Chez les personnes autistes, eh bien, soit les réseaux connectés ne se font pas correctement, on appelle ça les réseaux hypoconnectés. Le réseau typique, vous voyez, il y a une partie qui est connectée, et puis en gris, vous avez ceux qu'on va évacuer naturellement. Et chez les réseaux hyper connectés, eh bien, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que là, il y en a beaucoup, mais ça s'en va pas. Ça veut dire quand on dit qu'un Asperger, c'est une vraie base de données, c'est vraiment le cas. Toutes les connexions restent. Et elles sont consolidées par l'émotionnel. J'aime, j'aime pas. Sauf que nous, comme on ne sait pas comment se repérer, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va se repérer sur notre base de données, pas sur ce qui est en train de se passer en ce moment, sur ce que je sais de l'information. Une fois, j'étais emmerdée par un Thierry. Après, il y en a un deuxième qui m'a cassé ma voiture. Les Thierry, il faut les mettre de côté. Il y en a marre. Voilà. Réseau connecté, hyper connecté. Thierry, c'est marqué, c'est montré dans mon corps. Donc, quand j'arrive à la mission locale et qu'on me dit « Sonia, tu vas partager ton bureau avec Thierry », oh non, pas un Thierry. C'est débile. Mais c'est un focus émotionnel. Le mot Thierry, il est rentré dans mon cerveau avec un focus émotionnel. Bon, vous inquiétez pas, ça y est, j'aime bien les Thierry. Hein. Mais j'ai mis du temps à comprendre comment ça se passe. Alors, je vais vous montrer une deuxième carte, si j'arrive à passer à la deuxième carte. C'est le traitement, le décryptage de l'information. Ici, vous avez un enfant neurotypique et ici, vous avez un enfant un enfant autiste. Ici, vous avez le monde extérieur avec 10 000 informations qui arrivent à la minute. Il y a la lumière, il y a le bruit, il y a le son, il y a tout ce que vous pouvez voir. Et pareil chez vous. Donc, vous avez des informations non sociales, très factuelles. Il y a un tableau blanc, elle a une bague avec des grains de riz dedans. Voilà, c'est très factuel. Et puis, il y a l'information non sociale. Pourquoi elle vient là faire son cours? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle veut nous vendre quoi? Hein? Pourquoi elle est là? Voilà. Ça, c'est l'implicite. Alors, comment vous décryptez cette information? Une personne, un enfant neurotypique, il va prendre beaucoup moins d'informations par ses sens, vous voyez. Il les prend de manière égale. Il les passe dans son filtre, donc tout ce qui est fonction exécutive. Je ne suis pas là pour vous faire un cours de neurosciences. Et puis, vous voyez, il en garde un tout petit peu, mais ce qu'il traite, il le traite à part égale. C'est-à-dire l'implicite et l'explicite. Les informations sociales et les informations non sociales. Parce que dans les informations sociales, ce sont des traitements prédictifs qu'on peut faire par rapport aux autres situations. Sauf que nous, on ne compare pas les situations avec ce qu'elles sont, mais nos souvenirs des autres. Je ne sais pas si vous entendez ce que je vous dis là. Un enfant autiste, comment il fait? Il reçoit beaucoup plus d'informations. Ça passe, et comme il faut qu'il traite beaucoup plus d'informations que l'enfant neurotypique, d'ailleurs on le sait, il y a des études qui montrent qu'un bébé à 4 mois, un bébé autiste, accroche beaucoup plus et beaucoup plus observateur qu'un bébé neurotypique. Ça va à l'encontre de ce qu'on sait sur l'autisme, puisqu'on sait que les autistes n'observent plus, soi-disant, ne regardent pas dans les yeux, n'observent pas leurs parents. Eh bien, en fait, ils décrochent le regard parce que la seule manière de rester encore en contact avec eux, c'est de ne pas regarder toutes les informations qui arrivent. Ils ne peuvent pas les traiter. Il y en a trop. Et vous voyez, on va traiter l'explicite, ce que je suis sûre de comprendre, et beaucoup moins l'implicite. Parce que là, il y a des fortes probabilités d'erreur, parce que difficile à prédire. Et ça va générer beaucoup d'anxiété chez moi. Et moins je sais le faire, et moins je sais le faire. Plus je vieillis, plus mon anxiété, si je n'arrive pas, si je ne suis pas bien accompagnée, si je ne sais pas ce qui se passe, va grandir. Et c'est comme ça que les personnes autistes développent des maladies. L'espérance de vie d'une personne autiste, c'est 54 ans. Par contre, sur plus faible probabilité d'erreur, c'est-à-dire sur tout ce qui est explicite, alors il va y avoir une expertise
parce qu'il y a un cumul de connaissances qui fait que la personne, eh bien oui, elle est experte dans son domaine, et voilà. Voilà un peu comment ça se passe. Je vais vous reprendre devant moi. Hop. Du coup, qu'est-ce qu'on comprend du petit exposé que je viens de vous faire? C'est que pour mieux communiquer, ça commence par mieux se connaître, mieux se comprendre. Et que c'est pas parce que j'analyse tout dans ma tête que j'ai compris ce qu'était un schéma de communication interne. Et c'est pas parce que je vous le dis que vous l'avez compris. Parce que vous l'intellectualisez peut-être, mais de là à le vivre, ce schéma de communication interne, je vous assure que c'est autre chose. Il y a quelques personnes qui suivent le programme avec moi, et je peux vous dire que certains mettent plus de temps que d'autres avant de comprendre certains concepts. C'est-à-dire que, ah oui, j'ai très bien compris que pour analyser les facteurs d'implicite, il y avait 5 questions à se poser. Mais c'est quoi les réponses? Oui, c'est compliqué. Donc, il faut accepter qu'à ce jour, je n'ai pas toutes les données pour me positionner au mieux dans la relation aux autres. Et ça, c'est très compliqué pour un HPI. C'est très compliqué d'accepter que, eh bien oui, je ne sais pas tout et je ne comprends pas tout. Parce qu'en fait, nous, on met de la valeur sur les choses. Si je ne sais pas, c'est que je suis bête. Non, si je ne sais pas, c'est que je ne sais pas. Si je ne sais pas, ça veut dire que je peux encore apprendre. C'est chouette. En fait, il faut comprendre que comme on n'avait pas les bons repères, nous nous sommes construits en comparaison de manière permanente. Je me compare à l'autre. Je suis mieux ou je suis moins bien. Et non, je suis différente. Donc je ne suis pas mieux ou moins bien. Je sais faire des choses que les autres ne savent pas faire, mais les autres savent faire des choses que moi, je ne sais pas faire. C'est pour ça que c'est intéressant de se rejoindre à un moment. Parce que c'est comme ça qu'on se développe. C'est ensemble. C'est pas les uns contre les autres. Moi, quand j'entends les personnes qui disent « il y a les neurotypiques, il y a les TSA », non, apprenons à parler le même langage. Comprenons les uns et les autres. Mais ne pensons pas que les neurotypiques sont les gens qui agressent les atypiques. Pas du tout. C'est juste qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Il faut juste leur expliquer. Donc, il faut apprendre les mécanismes d'interaction qui ne sont pas des compétences acquises naturellement. On croit que parce qu'on parle, on sait communiquer et qu'on sait établir le lien relationnel. Ça n'a rien à voir. Je peux être le plus grand orateur du monde sur un exposé et être une quiche avec mes enfants, avec mes parents, avec mes amis, être mauvais, ne pas savoir créer le lien relationnel. Et c'est pas que je suis mauvais avec une intention de l'être, c'est que je ne sais pas le faire. Il n'y a pas de mauvaise intention. Il y a une méconnaissance des mécanismes d'interaction. Et donc, il va falloir que je mette mes capacités cognitives au service de mes besoins si je veux faire rayonner mes idées. Et nous, on a toujours cru qu'il fallait qu'on donne ce qu'on sait faire aux autres. Ça ne marche pas comme ça. D'abord, moi, je sais qui je suis, comment je me positionne. Après, je peux délivrer au monde ce que je propose, comme je le fais ce soir, je vous propose. Et après, vous prenez ce que vous avez envie. Et si ça match, peut-être qu'on travaillera ensemble. Et si ça matche pas, c'est pas grave. Moi, j'aurais donné ce que j'avais envie de vous donner. C'est ça, c'est comme ça que ça marche, les compétences sociales et relationnelles. J'ai fini mon exposé. Ça va? Merci Sonia, c'était bien. Merci Sonia. Ok. Je vous entendais pas, j'avais peur d'un coup, je me dis oh mon Dieu. Non, tu nous as pas perdu, Super. Alors, ce que je vous propose, du coup, ça nous laisse du temps pour des questions, réponses, échanges. Bonsoir, merci pour tout ça. Alors, moi, je me suis toujours demandé si je n'étais pas en partie autiste, mais donc, qu'est-ce qui, dans cet exposé, correspond à la population générale? Qu'est-ce qui peut être séparé dans les troubles de l'attention? Et qu'est-ce qui est vraiment spécifique dans les TSA? Parce que sachant que j'ai quand même participé à beaucoup de cours de développement personnel, etc., il y a une grande partie qui s'adressait en tout cas à la population générale. Voilà.
ou peut-être qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de traiter des traits autistiques. Je crois pas quand même. Ben moi, je pense Je qu'il y a crois que ça beaucoup... s'adresse beaucoup à la population générale. Je pense que dans la population générale, on apprend tous que c'est l'autre qui nous met en colère. Ensuite, si on fait un peu de CNV, on apprend que on se met en colère face à une situation extérieure. Oui, mais ça, c'est un outil, la CNV. C'est un outil. Il est valable pour tout le monde. Il est aussi bien valable pour des personnes autistes que pour des personnes non autistes. Donc, quand les gens ont mis en place la CNV, ils ne se sont pas posé la question à savoir est-ce que les personnes autistes, comment elles fonctionnent, et justement, est-ce qu'elles vont comprendre ou comment elles vont faire avec ces outils-là. Ce que je veux vous expliquer, c'est que, Pierre, c'est une question qui revient toujours. Comment on fait la différence ? La différence, c'est l'intensité, c'est les problèmes d'interaction qui reviennent malgré toute la bonne volonté et toutes les formations en développement personnel qu'on a pu faire. C'est vraiment... c'est un handicap quotidien qui était présent depuis toute petite. Enfin, moi, depuis toute petite, j'avais des positionnements décalés dans les cours d'école, j'intervenais n'importe comment. Alors, je n'avais pas vraiment de harcèlement, parce que j'étais joyeuse, j'embêtais pas vraiment les gens, mais j'avais pas d'amis. Je ne savais pas créer le lien relationnel. Et donc, ce qui fait que nous sommes autistes, c'est bien une manière de se développer qui nous amène à ne pas savoir garder des amis, à ne pas savoir garder des postes de travail, à nous mettre rapidement en colère ou se sentir incompris régulièrement en se disant « mais les autres comprennent rien ». Voilà, c'est l'intensité, la répétition. Voilà, tout le monde fait la compréhension littérale. Tout le monde a des problèmes de compréhension littérale. Mais chez les autistes, la compréhension littérale, par rapport à un neurotypique, c'est peut-être 80% supérieur, quoi. Voilà. Et puis ensuite, beaucoup de gens sont autistes, ne le savent pas, parce qu'on en est au début, hein. Enfin, moi, si je vais pas chercher que je le suis, jamais je le découvre, hein. J'en ai vu des psys, hein, parce que j'étais mal, hein. Jamais on m'a parlé d'autisme. Dernièrement, j'ai des parents qui, leur fils a fait une tentative de suicide et tout. Le directeur de l'école, du collège ou du lycée plutôt, qui avait repéré le comportement du jeune parce qu'il connaissait l'autisme, qui dit aux parents... Là, il faudrait peut-être voir, il y a peut-être un truc. Le psychiatre qui balaye ça d'un revers de main, mais non, il n'est pas autiste, il regarde dans les yeux, il parle, il a son bac. Je veux dire, il y a encore beaucoup de chemin à faire sur la représentation de qu'est-ce que c'est réellement l'autisme. L'autisme, c'est un traitement de l'information différent. Et attendez, c'est qu'on en est au début de prouver... Par exemple, là seulement, on commence à comprendre que l'autisme est lié à l'hyperconnectivité. Moi, j'attends de voir quand est-ce qu'ils vont faire le lien entre HQI et TSA. Je ne dis pas que tous les HQI sont TSA. Mais peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Mais en attendant, aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre. C'est qu'on sait que l'hyperconnectivité synaptique donne plus de probabilité d'autisme. Je ne sais pas si je vous ai répondu, Pierre, ou si je me suis égarée. Non, en partie. C'est toujours la question du curseur et oui, c'est... Vous savez, Pierre... C'est l'ampleur des... Parce que là, je me suis reconnu dans beaucoup de choses, mais je ne suis pas sûr que ça fasse de moi quelqu'un d'autiste pour autant. Les difficultés relationnelles... Pierre, est-ce que vous pensez que les autistes se voient en tant qu'autistes ? C'est quoi d'être autiste ? C'est quoi être autiste ? Pourquoi on dit à l'autre « mais t'es autiste, toi ?» Ça veut dire quoi ? Il y a probablement une partie d'incapacité à la communication, par exemple. Non, autiste, c'est d'être enfermé dans son monde, dans ses représentations. C'est ça d'être autiste.
c'est de ne pas connecter avec les autres, d'être enfermé dans ses représentations. Donc un autiste ne peut comprendre son autisme que quand il a envie de le comprendre. Vous pouvez voir quelqu'un d'autiste, des jeunes qui sont diagnostiqués et tout, ils n'entendront jamais qu'ils sont autistes. Ils ne comprendront jamais qu'ils sont autistes. Pour eux, c'est des conneries, machin. Voilà. Donc, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que je vous disais, dans une des clés, c'est accepter. Et donc, du coup, ce qui est important, c'est pas de mettre une étiquette, de savoir est-ce que je suis autiste, mais comment je traite l'information. Ça, c'est intéressant. Est-ce que je comprends quand on me parle? Est-ce que je séquence? Parce que moi, je vais dire, oui, je comprends. Mais c'est pas vous qui pouvez donner la réponse. Moi, quand je pose les questions sur les entretiens de repérage, j'en ai fait encore un aujourd'hui, je parle de créneau, un créneau unique, mais dans le concept de l'implicite, sur cette phrase, on parle de créneau d'activité. Or, beaucoup de personnes autistes, créneau, c'est le créneau horaire, compréhension littérale. Alors, ils vous répondent à la question, oui ou non, mais on s'en fout de la réponse, c'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est savoir qu'est-ce qu'ils ont compris. Parce que quand je leur dis, est-ce que c'est important pour vous de trouver un créneau unique dans lequel vous allez pouvoir acquérir une compétence unique? Ils me répondent oui. Si j'en reste là, oh, c'est un trait autistique. Par contre, si je leur dis, qu'est-ce que vous avez compris de la question? Comment vous l'interprétez ça? Qu'est-ce qu'on vous demande? C'est quoi la question? Et là, vous vous rendez compte que les gens, d'un seul coup, sont perdus. Ils disent, en fait, j'ai pas trop bien compris créneau horaire. Je vois pas. Ça veut dire que j'ai pas le temps de faire ce que je dois faire. Et donc là, vous voyez que la personne n'a pas du tout compris de quoi on parlait. Et sur 121 questions de la Speak Quiz, quand ils les font tout seuls, eh bien, quand on est autiste, moi la première, hein, quand je l'ai fait toute seule, en fait, je suis persuadée de me voir. Mais je me vois pas. J'ai mis en place des compensations qui me permettent d'avancer. Moi, si on m'avait dit, Sonia, t'es hypersensorielle à la lumière, avant, j'aurais dit, bon non, je mets pas de lunettes de soleil, puis en plus, j'adore regarder le soleil. J'adore me faire mal aux yeux, regarder le soleil. C'est très autiste, ça. Je me voyais pas. Vas-y, Didier. Oh, du coup, je tutoie, moi. Ça y est, je suis partie. Oui, non, tu peux. J'avais des questions à poser, tu y as répondu déjà, mais ça m'ouvre à autre chose. Tu as commencé ton exposé, peut-être même avant ton exposé, tu as parlé de la communication et de la relation. C'était deux choses différentes. Alors oui. Là, je te suis tout à fait. Ce sont deux paradigmes complètement différents. Par contre, quand tu dis « Est-ce que tu te vois, toi, autiste ?» Ben, je te réponds « Moi, je ne me vois pas autiste. Mais si je constate la qualité de relation que je peux établir avec des gens qui ont un trouble du spectre de l'autisme, ben là, je me reconnais. Donc, je ne me vois pas, moi, autiste, mais je me reconnais dans les autres. Et je pense que c'est ça, être humain, en fait. Alors, les personnes autistes, de toute façon, elles se reconnaissent entre elles. Des études qui montrent, ils ont enregistré des personnes neurotypiques et des personnes autistes, et ils ont montré à des personnes non autistes et des personnes autistes. Les personnes autistes reconnaissent à 75% dans les 25 premières secondes les personnes autistes. Et je suis plus précisément, au sens suivre, les travaux sur ce qu'on appelle la synchronisation cérébrale, car je suis persuadé, mais ça c'est une intuition, que ça existe entre tous les êtres humains, ça existe aussi entre les animaux, ça existe entre les êtres humains, et que cette qualité de synchronisation cérébrale entre autistes peut certainement être mise en évidence, et qu'on va peut-être comme ça accéder, mais alors là je vais peut-être me faire jeter de partout, à une démarche objectivée de ce qu'on appelle l'acte psychanalytique. Alors moi, tu sais, ce n'est qu'une intuition. Didier, quand je t'entends parler, eh bien, j'ai envie de simplement te dire pourquoi tu parles de synchronicité cérébrale, alors qu'en fait, je vais te dire, c'est prouvé, on le sait, la synchronicité, elle est corporelle. C'est-à-dire que si les personnes autistes se ressentent, comme on dit, c'est parce que les ondes, le mode vibratoire, tu sais que chaque organe, enfin chaque
être vivant est sur une fréquence, émet des ondes, il y a une fréquence. Voilà. Eh bien, les personnes autistes ont une fréquence supérieure aux personnes neurotypiques. Donc, moi, ça me semble logique. Après, je pense que là, tu vois, tu repars trop dans le cerveau. Il faut entendre, je veux dire, c'est une vraie réalité organique, corporelle. Le cerveau, lui, il répond qu'à cet équilibre, en fait. Le cerveau, là où il prend tout son potentiel, c'est quand il y a un équilibre entre mes besoins, mon bien-être, les émotions que ça génère, et là, le cerveau, il s'ouvre et les connexions se font et c'est l'extase. Voilà. Je vais donner la parole à Claire. Merci Didier de ton intervention. Je vais aller chercher du coup synchronicité cérébrale. Oui Claire. Merci. Juste avant ma question Sonia, je voulais juste Pierre te dire, tu disais on peut tous s'identifier à cette description. Non, moi je me suis pas identifiée à cette description. Par contre, j'ai reconnu beaucoup de traits de quelqu'un que je connais à cette description. Voilà, donc si ça peut un peu aussi répondre à cette question, non, on se reconnaît pas tous dans ce que Sonia a décrit. Alors, Claire, je vais juste rajouter un truc sur ce que tu viens de dire et je te redonne tout de suite la parole, mais du coup, ça me fait penser. Les personnes autistes, on pense tous que les gens pensent comme nous, hein. C'est-à-dire qu'on a tous le même traitement. Les personnes autistes, j'ai pas dit... C'est pas du tout mon cas. Les personnes autistes pensent que finalement, quand les gens n'ont pas le même raisonnement qu'eux, les autres dysfonctionnent. Ça veut pas dire. Moi, je sais que les autres pensent pas comme moi quand j'ai envie de savoir, quand j'ai envie d'apprendre, et ça me nourrit. Par contre, quand ils viennent me dire un truc que j'ai pas entendu ou que j'ai pas envie de savoir, là c'est différent. L'accueil est beaucoup moins, voilà. Et donc, la théorie de l'esprit, c'est penser que les autres pensent comme nous. En tout cas, ont la même manière de traiter l'information, de se positionner, de comprendre les choses. Un mot, c'est un mot. Le dictionnaire, c'est marqué dedans. Un mot, c'est un mot. Comprendre qu'un mot, c'est pas un mot, c'est compliqué. Là, je comprends pas pourquoi vous dites ça, parce que Pour rebondir sur ce que Claire a dit. Oui, mais le fait de savoir ou pas que les autres traitent l'information différemment, que les autres pensent différemment, il suffit que je comprenne que les autres pensent différemment et puis c'est fini. Non, ça se passe pas comme ça Vous avez entendu, on se construit en comparaison. Donc il y a ceux qui nous ressemblent, qui pensent comme nous, et il y a les autres qui dysfonctionnent. Excusez-moi, j'arrive pas à lever la main. Alors, attends, Catherine, 2 secondes. On va peut-être redonner la parole à Claire, parce que du coup, on l'a coupée. Ah oui, c'est vrai, pardon Claire, pardon. C'est pas grave. Mais peut-être, Sonia, que tu pourrais la traiter à la fin, ma question, parce qu'en fait, elle est plus dans le sujet. Tu as parlé de programme, que tu avais un programme. Je voulais juste savoir ce que c'était, à quoi ça correspondait, ce programme, et qu'est-ce que c'est. Ça te permet de faire un petit peu de pub, mais ça m'intéresse de savoir ce que tu proposes. Mais peut-être que tu peux garder cette question pour la fin, parce que ça correspond. Ouais, on va continuer d'avancer un petit peu. Merci Claire, mais oui, je vous dirai un peu ce que je fais, comment je travaille. Et puis en fait, là je vois, il y a des gens qui sont dans le programme. Il y a Cécile qui est là, il y a Ornella, il y a Odile. C'est tout Non, il y a Gwenaël et Romain aussi, je crois que j'ai vu. Donc je disais, j'arrive pas à lever la main. Bon, par rapport à ce qui était dit juste avant, c'est vrai... penser que tout le monde pense pareil, c'est qu'on pense juste qu'on est normal, et donc tout le monde est normal, donc c'est bon, tout le monde pense pareil, quoi. En fait, voilà, quoi. Oui, c'est ça. Bref et résumé et clair. Sinon, je me fais porte-parole de quelque chose qui est dans le chat. Je vous prie de m'excuser de ne pas pouvoir parler ni activer ma caméra. Je ne comprends pas pourquoi vous opposez, donc je pense que systématiquement, les personnes neurotypiques et celles avec un TSA. Le monde ne se résume pas à cette dichotomie, il y a d'autres neurotypiques. Voilà, je pense que tu as un peu répondu. J'ai répondu, parce que justement, j'ai dit on les oppose pas, mais c'est des modes de fonctionnement différents, et donc il faut les comprendre.
On ne peut pas parler à une personne autiste de la même manière, puisqu'elle ne traite pas l'information de la même manière qu'une personne Et- neurotypique. C'est savoir et- prendre en compte la différence. Et on ne peut pas parler à un neurotypique comme à un autiste aussi. Des fois, ça pose problème. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe dans la tête des Bah, neurotypiques. Pour en fréquenter quelques-uns, des fois, c'est chaud, quoi. Mais bon. Ouais. Ouais. Pour moi, je pense que nous sommes tous atypiques. Nous sommes tous différents. Et que certains sont plus autistes que d'autres. Mais on a, en fonction de nos vies, tout le monde a des traits autistiques finalement, de repli, des mécanismes de défense, voilà. Mais ce qui fait qu'on est une personne autiste, c'est que c'est bouillonnant, c'est tout le temps, ça rend malade, voilà. Et on se développe différemment. Donc je n'oppose pas, je explique que nous, on s'est développé pas de la même manière. Quand on montre la carte, c'est pas opposé, c'est dire voilà, les personnes neurotypiques, elles ont traité l'information comme ça. Vous voyez, c'est pas une comparaison, c'est comprendre la différence. D'ailleurs, pour aller dans ton sens, on parle du trouble du spectre autistique. Donc, c'est pas... Enfin, c'est un spectre. Non, Ça n'a rien à voir. non. D'accord. Alors ça, je voudrais, c'est bien, merci. Ça permet de repositionner cette difficulté, cette compréhension littérale. Quand on parle du trouble du spectre de l'autisme, j'ai le même autisme qu'un jeune homme en comorbidité sévère. C'est la manière de l'exprimer. Le spectre, c'est la manière de l'exprimer qui va être différente. Parce qu'on ne va pas être touché de la même manière. Mais on a tous des problèmes synaptiques, on a tous des problèmes de traitement de l'information, Oui. on a tous des problèmes de fonction exécutive, c'est-à-dire même un HPI. Enfin, je veux dire, moi, quand on me voit, les gens ils disent « Mais non, encore là, dimanche, un psychothérapeute, t'es autiste, toi ?» Bon, voilà. Il faut que je lui explique mes difficultés pour que mon handicap se voit vraiment. Les gens qui vivent au quotidien avec moi le voient, eux, ça les fait marrer. Mais sinon, ça peut pas se voir, quoi, tu vois. Donc, je me suis perdue, j'adore quand je fais ça. Le trouble du spectre de l'autisme, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on l'exprime plus ou moins fort qu'on n'est pas impacté plus ou moins fort. Je veux dire, moi, excusez-moi, mais mon autisme, il se voyait pas, ça m'a pas empêché d'avoir 17 fractures dans ma vie, 24 opérations, que j'ai toujours fait des complications parce que justement j'ai des tissus conjonctifs hyper réactionnels. Donc moi, à chaque fois que je me fais opérer, je fais un rejet des fils, je fais un twist de l'estomac, je fais des complications tout le temps. Que ça m'a coûté quand même 3 viols cette histoire, de pas reconnaître les intentions des autres. Donc vous voyez, on peut pas dire que ça n'a pas d'impact dans ma vie l'autisme. Est-ce qu'on peut le comparer à un autre autisme ? Non. Après, c'est les comorbidités. Mais il n'y a pas... Quand on dit un autisme sévère, ce n'est pas... C'est finalement le besoin d'aide. La sévérité, quand on dit... Moi, je suis autiste niveau 1, ça veut dire que je suis autonome et que j'ai pas besoin d'aide. Enfin, j'ai besoin d'un accompagnement, mais j'ai pas besoin d'aide. Voilà. C'est ça. Et il y a des gens, ça va être les oreilles, d'autres ça va être les yeux, d'autres ça va être... voilà. Mais on a tous plus ou moins les mêmes... En fait, le trouble du neurodéveloppement est le même, mais qui s'exprime différemment. Oui, voilà, c'était un peu ce que je disais de manière maladroite. En fait, c'est tous la même construction, mais c'est la manifestation de cette construction qui est différente. C'est ça. Ok, ça marche. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas moins autiste qu'un autiste qui se balance et qui parle pas. Oui, non, mais... Voilà. Oui. Et à l'inverse, un autiste qui se balance et qui parle pas, il n'est pas moins intelligent que moi. C'est juste qu'il n'a pas accès à la parole souvent. Parce que je peux vous dire que travailler avec les personnes autistes, j'ai travaillé avec des enfants, j'ai travaillé avec un enfant non-verbal qui a fini par accéder à la parole à 12 ans. Et c'était une calculatrice, ce gamin. Il parlait par ordinateur et je peux vous dire qu'il connaissait beaucoup de choses, quoi. Je vais vous parler un peu du travail que l'on fait avec les personnes que j'accompagne et que je forme. Donc moi, je suis un organisme de formation Calliope. Ça a toute son importance quand même, le Calliope, parce que d'abord, pour l'avoir, je me suis levée de bonne heure.
Et ça veut dire vraiment une qualité, un suivi. Voilà, je suis auditée tous les 18 mois à peu près et je dois prouver que j'ai fait les choses dans le bon ordre, mais conformément à la législation concernant la formation professionnelle. Les gens qui viennent me voir, alors qui c'est? Eh ben, c'est tout le monde. La plus jeune, elle a 17 ans, elle vient de passer son bac et elle s'est reconnue toute seule. Elle a vu des vidéos de moi et elle a dit à ses parents j'aimerais bien que Sonia m'explique mon autisme. On fait des petites séances d'1 heure. Elle se fatigue très très vite. Voilà. Et parallèlement, elle est suivie par un neuropsy et je crois qu'elle avait ses résultats, donc TSA confirmé. Voilà, donc le TSA confirmé peut arriver après la formation, c'est pas un problème. On n'a pas besoin d'être TSA confirmé ou pas pour faire la formation, cette formation qui s'adresse à tout le monde. Ensuite, cette formation, elle s'adresse aussi aux parents d'enfants avec TSA ou HPI, supposé TSA, enfin voilà, avec HPI, avec des difficultés relationnelles. Parce que, eh bien, les parents, vous êtes au cœur du sujet et que finalement, accompagner une personne, surtout une personne en construction, une jeune personne, eh ben, c'est quand même mieux si il peut s'appuyer sur ses parents et s'il parle le même langage que ses parents et que ses parents parlent le même langage que lui. C'est-à-dire qu'ils arrivent à comprendre les limites, comment ils peuvent les poser, parce qu'il faut les poser, et comment parfois, au contraire, il faut entendre la souffrance de la personne autiste. Voilà. Ensuite, il y a les adultes qui viennent vers moi, ceux qui ont découvert leur autisme tardivement, ceux qui le découvrent pour eux tardivement, mais pour nous c'est jeune, c'est-à-dire qu'en ce moment dans le programme j'ai des gens qui ont entre 24 et je crois que la plus âgée a 62 ans. Ce programme reprend tout à la base en fait, tout ce qu'on n'a pas appris. Donc on va retravailler tout le schéma de communication interne, on va voir comment ça fonctionne, comment je perçois, comment je ressens et comment je traite cognitivement. On va apprendre à faire les liens déjà pour apprendre à repartir de nous, à nous voir vraiment. Ensuite, on va apprendre le schéma de communication externe, c'est-à-dire tout comment l'interaction se fabrique avec les autres, hein, voilà, ce qu'il faut respecter, qu'on soit autiste ou pas autiste, hein, les règles qui font que ça va bien marcher ou ça va pas bien marcher. Hein, j'allais dire que le développement de la personne humaine, c'est comme les fleurs, il y a des besoins essentiels. Les fleurs, elles ont besoin d'eau, de soleil, de terre, hein, pour grandir, pour faire tout ce qu'il faut. Après, c'est jamais les mêmes. Il y en a qui rampent, il y en a qui grimpent. Voilà, c'est... Eh ben, les êtres humains, c'est pareil. Et nous sommes des êtres sensoriels qui avons besoin d'interaction. Il n'y a personne qui est heureux seul, ça n'existe pas. On ne va pas vers l'autre parce que ça fait mal. Et donc, finalement, on dit c'est mieux quand je suis seule. Mais en fait, si on savait faire l'interaction, eh ben, on prend beaucoup de plaisir à être avec les autres. Donc voilà. Et dans le programme, on va traiter ces deux aspects à travers la méthode des principes relationnels. Donc c'est une méthode en 7 parties, 5 questions, 7 parties, voilà, qu'on applique. En fait, c'est un peu notre canne, notre prothèse. Mais aussi, on va avoir beaucoup d'exercices individuels où les gens revoient un petit peu, réinterrogent leur manière de s'être construire, leur rapport à l'école, à l'apprentissage, leur rapport aux parents, leur rapport, voilà. Parce qu'avec les nouvelles clés de compréhension, ça change. Par exemple, alors je ne sais pas si elle est encore là, je la vois pas, mais j'ai souvent quand les gens ils arrivent, ils me disent non mais moi c'est pas pareil, j'avais des parents pervers narcissiques. C'est quelque chose, je dois l'entendre, elle est 9 fois sur 10. Voilà. Et en fait, au bout de 6 mois, 1 an de programme, parce que nous ça dure autant de temps que les gens ont besoin, ça change pas le prix. Et là, en fait, elle a rétabli tout le lien avec ses parents. Et ça, c'est formidable. Voilà. Pour elle, pour moi, c'est top, quoi.
parce que elle a compris, elle a compris les mécanismes de l'interaction, elle a compris ce qui lui appartenait, ce qui était de sa responsabilité, ce qui était de la responsabilité de ses parents, elle a su leur expliquer. Elle a 2 enfants en TSA, elle-même a été diagnostiquée tardivement. Et aujourd'hui, cette personne qui souffrait dans son corps, puisqu'il y avait des grosses comorbidités, parce qu'on s'auto-attaque, faut le savoir aussi, on développe des cancers, on développe beaucoup de maladies auto-immunes. Et donc, elle avait fait un truc très très grave, je ne sais plus ce que c'était. Et donc, elle était pleine de douleurs. Et le lundi soir, on se retrouve en ce qu'on appelle en live coaching, tous ensemble. Donc, le lundi soir, on prend un thème et puis on échange tous sur le thème. Et justement, lundi dernier, le thème, c'était de comprendre encore cette histoire qu'on est enfermé, la conceptualisation. Et quand est-ce qu'on sait qu'on est dans notre corps ? Parce que nous, même quand on croit qu'on est dans notre corps, en fait, on est en train d'analyser notre corps. Par exemple, on s'est rendu compte que quand les gens on leur disait de faire de la cohérence cardiaque, ils suivaient la bulle. Quand ils suivent la bulle, ils sont sur l'intellectualisation de la cohérence cardiaque, ils ne sont pas en train de respirer. Donc ils sont en train de dire c'est dur longtemps, je ne vais pas y tenir. Ah si, c'est bon, ça va, j'ai réussi à tenir. Voilà. Et en fait, ils ne font pas la cohérence cardiaque, ils ne sont pas dans l'exercice, ils ne sont pas dans le vrai exercice, c'est-à-dire sentir l'air qui rentre, voilà. Et donc, c'était super, on a travaillé là-dessus. Et c'est comme ça que Karine a pu nous dire, en fait, ça y est, j'ai compris, je n'ai plus mal. Et ça, c'était top. Voilà. Et moi, c'est ce que je ressens aujourd'hui, je n'ai plus mal. C'est-à-dire que je suis dans une telle écoute de mes besoins et de mon corps que je ne me mets plus en danger, que je sais reconnaître quand je ne comprends pas, je suis capable de l'exprimer, de dire « j'ai pas compris ». Voilà, mais mon garçon et mon compagnon me font des blagues pourries ou ils rigolent parce que je ne comprends pas et je ne me mets plus en colère. Je dis bon tant pis, j'ai pas compris, je m'en fous. Voilà. Bon, ça a l'air de bien les faire rire. J'ai pas accès à ça, c'est pas grave. Et voilà. Donc le programme, c'est déconstruire l'image que l'on a de la personnalité soi-disant qu'on s'est faite pour retrouver notre vraie personnalité, celle qu'on est. Celle qu'on a envie d'être. Donc, c'est sortir de la suradaptation, arrêter de faire comme pour plaire aux autres, pour avoir ce boulot, pour avoir des amis. Non. Pour avoir des amis, ça sert à quoi ? Pour avoir le plaisir d'avoir des amis. Ah, c'est pas pareil. Voyez ? Et c'est ça qu'on va chercher. Donc, et c'est compliqué de sortir de la suradaptation. Il faut d'abord voir les dysfonctionnements, les accepter, les comprendre. Et comprendre, pour nous, une personne autiste, c'est... Voilà, on me dit, pourquoi tu mets l'un contre l'autre ? Mais parce qu'il y a des fois, c'est un vrai handicap. Vraiment, des fois, on peut m'expliquer 3 fois une chose et je ne la comprends pas. Et ça ne veut pas dire que je suis débile, ça ne veut pas dire que je sais faire, que j'ai moins de potentiel que vous. Ça veut dire que sur cet aspect-là, j'y ai pas accès. Et ça m'arrive régulièrement. Avant, je le voyais pas, avant, je me mettais en colère. Maintenant, je sais que j'ai pas compris, donc je demande aux gens de mieux expliquer. Voilà. Donc le programme, c'est ça. Avec 3 formules. Il y a une formule à 10 heures, il y a une formule à 34 heures. Donc 10 heures et 34 heures, c'est en face à face, en visio. Tous les cours sont enregistrés pour que les gens puissent les revoir. Parce qu'encore une fois, entre ce qu'on pense qu'on a compris, et puis quand on revoit le replay 3 jours après, et puis qu'on le revoit, on s'aperçoit que ça a maturé, et que finalement, peut-être que j'avais fait focus sur un truc, ou voilà. Et puis ça permet aussi de retourner voir Sonia et dire « Là, t'as dit ça, mais ça me parle pas, moi j'ai pas l'image. » Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, on pense en image, nous on a besoin de voir. Alors, tout le monde ne pense pas en image, il y en a qui pensent en odeur, il y en a qui pensent en musique, mais quand même, quand on confronte les personnes autistes, qu'est-ce qu'elles vous disent ? Elles vous disent, elles voient des films. C'est-à-dire que nous, on a besoin d'avoir le pot de Nutella, j'ai beau le regarder, si je sais pas ce que c'est, ça me dit rien. Je vois que c'est un pot de Nutella, mais ça me dit rien. Par contre, si vous me trempez le doigt dedans et que je le goûte, d'un seul coup, le pot de Nutella, je sais ce que c'est. Et donc, je ne vais pas le louper la prochaine fois. Voilà. Et nous, en fait, il y a plein de choses auxquelles on n'a pas accès
parce qu'on est dans notre monde, et les gens pensent qu'on a compris le concept, la définition, le truc, et en fait, on n'a pas donné du tout la même définition, on n'a pas donné le même concept, on n'a pas... Voilà. Voilà ce que je fais, Claire. Je peux témoigner, Sonia? Oui, Je peux Catherine. pas lever ma main toujours. Oui, moi j'ai fait un entretien de repérage avec Madame Fiquet et en fait, ça a été la pièce qui manquait au puzzle. Voilà, pour finir le puzzle. Après ça, je suis allée dans un CMP pour valider l'histoire et ils m'ont dit que je suis neurotypique, sachant que je suis TDAH, HP et tout ça. Donc j'ai dit bon, ben, on va aller voir ailleurs. Et là, j'attends pour le CRA. Mais le résultat de l'entretien, c'était déjà, ça a été la pièce manquante au puzzle, quoi. Vous lui dites quoi, Ornella, Odile, Gwenaëlle et Romain à Catherine? Qu'est-ce que vous lui dites? Bah rien, on dirait. Elles n'osent pas prendre la parole. Ornella, tu prends la parole? Ouais, c'est exactement ça. Moi, je sais que Sonia, je suis tombée sur une vidéo d'elle, que c'est des questions que je me posais depuis des années, et la façon dont elle-même elle a décrit son autisme, parce que j'avais besoin aussi de cet effet miroir, parce que sinon j'avais besoin de me reconnaître en quelqu'un, et quand j'ai vu que ce qu'elle décrivait sur elle, c'était ce que je connaissais depuis toute petite, que là j'ai dit ok, je vais aller creuser plus loin, parce que effectivement j'étais en difficulté. Avec un parcours aussi pareil, avec des agressions, et puis aussi avec des difficultés relationnelles qui m'ont fait craquer en fait. Et j'ai eu besoin de mettre du sens à tout ça. Et Sonia, elle a pris du temps et elle prend du temps pour décortiquer tous ces aspects-là qu'elle a balayé ce soir. Mais en fait, chaque mot qu'elle a prononcé, ça mérite 10 heures quoi, d'explication, de compréhension pour pouvoir... l'implémenter en nous, ne serait-ce que le comprendre et le mettre en pratique. Parce que là encore, elle utilise notre cerveau pour nous mettre sur la piste, mais après, tout le chemin reste à faire. C'est qu'après, il faut tester soi-même et se mettre en situation, quoi. Voilà. C'est de la formation, c'est-à-dire que la formation, je vous apporte des connaissances, je vous guide pour essayer de les comprendre le mieux possible. Mais quand vous apprenez une langue, vous avez un professeur qui vient vous donner, puis il y a ceux qui vont devenir très rapidement bilingues, et puis il y a ceux qui vont mettre un peu plus de temps. Voilà, alors on peut dire qu'il y a une part de la capacité du prof, je suis ok, mais il y a aussi une part de la capacité de la personne. Voilà. Et parfois, trouver le bon ajustement dans la pédagogie, c'est compliqué, quoi. Quand les chemins de vie se ressemblent pas, voilà. Parce que nous, on a besoin d'exemples constamment pour illustrer, pour comprendre de quoi on nous parle, quoi. Et ça, c'est compliqué. Puis après, si vous voulez me contacter, donc il y a le site internet Sonia Fiquet, j'ai ma chaîne YouTube où il y a les masterclass, donc avec des thèmes différents. Je crois que j'ai tout dit là. Je travaille exclusivement en visio, parce que oui, alors, je suis à Morières-les-Avignon, donc dans le Vaucluse. Mais je travaille avec la Suisse, je travaille avec la Belgique, je travaille avec le Canada, voilà, donc avec Cayenne, donc c'est pas un problème. Oui, juste à te dire que tu as un livre aussi qui est très intéressant, que j'ai lu et qui peut mettre aussi sur la piste. Si on se pose des questions. J'avais oublié. Oui, j'ai écrit un livre. Qui s'appelle La vie presque ordinaire d'une femme HPI TSA. Ce livre, il peut être violent, puisque j'ai commencé à l'écrire, j'avais 30 ans. Je ne savais pas pourquoi j'écrivais, mais je savais qu'il fallait que j'écrive. D'ailleurs, il a fallu que je reprenne les 2 premiers chapitres, puisque ma famille n'a pas supporté quand j'ai sorti le livre. C'était trop dur pour eux d'entendre tout ce que j'avais à dire. Parce que je vous ai livré ma vision de l'intérieur, comment moi je percevais les choses et comment je me suis construite dans le combat, dans l'ignorance de mon handicap, dans la résistance aux autres, dans ce face-à-face toujours douloureux et que je ne comprenais pas et où j'étais à la recherche de comprendre pourquoi. Mais pourquoi, voilà. Alors que maintenant, c'est plus pourquoi, maintenant c'est comment. Comment on fait pour que ça aille bien? Et maintenant ça va bien, donc c'est cool. Voilà.
maintenant, je suis prête à partager avec vous tout ça, voilà, parce qu'en plus, au-delà de nous soulager et de nous permettre de mieux vivre, je pense que les personnes HPI, TSA, excusez-moi si je rajoute TSA, mais ont beaucoup de choses à donner au monde et que souvent leur talent, ils le gâchent un peu parce qu'ils ne savent pas le vendre, ils ne savent pas le donner, ils ne savent pas rayonner en fait. Et c'est bien dommage. Parce que moi, dans mon programme, le nombre de gens que je vois, et oh non, moi, je sais rien faire. Moi, j'ai aucune expertise. Puis vous creusez, puis vous vous rendez compte que là, Julie, architecte, elle vient juste de gagner un grand prix qui va lui permettre de partir avec son fils et son mari pendant 6 mois, un voyage boréal qui va lui permettre de rencontrer tous les scientifiques de la Terre sur l'éco-construction. Elle doit pas être si mauvaise que ça, hein, notre petite Julie. Hein. Voilà, vous voyez. Donc, aider comme ça, on en a... J'ai kiffé sa vie, voilà. C'est plein de gens très, très surprenants qui peignent, qui sont des créateurs, qui écrivent des textes, qui ont des facilités et qui, par difficulté à se voir dans leur potentiel, n'ont pas forcément réussi à le donner, à le partager aux autres. Et ça, c'est vraiment aussi kiffer sa vie, c'est aussi ça, c'est créer ce lien entre tous, quoi. Mieux se comprendre, les neurotypiques et les atypiques. Je suis d'accord, moi je veux qu'on comprenne les différences, mais je veux qu'on vive ensemble. Je veux pas qu'on s'oppose.